Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Poursuite de notre promotion de membership avec l'AVEC, le plus gros traversier électrique au monde bientôt en fonction. Les ventes de véhicules à essence reculent et Polestar sera le premier constructeur automobile à avoir son siège social canadien au Québec. Reprise des installations des superchargeurs chez Tesla. Il n'y a pas juste des voitures, on parle des motos de BRP. Rouler vert, on parle du Kia EV9 et de la Cadillac Lyriq. Et en grande entrevue, on a l'essentiel du lancement du livre de Daniel Breton intitulé 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques qui a eu lieu à la librairie Monet. Il y a un texte qui a été publié par le Fraser Institute il y a quelques jours à peine, qui était bourré d'erreurs. Puis eux autres, ils disent, à la fin, ils finissent « Facts don't lie ». Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 183 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado qui est dédié 100% aux véhicules électriques depuis plus de 8 ans. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, que vous avez passé un bon 2 semaines bien rempli. Moi, de mon côté, ce fut assez rempli, merci. Plusieurs activités en lien avec les voitures électriques, évidemment, dont le lancement du livre de Daniel Breton, dont le sujet est la grande entrevue aujourd'hui, donc les 50 mythes et demi-vérités sur les voitures électriques. En fait, puis il dit bien, Daniel, dans l'entrevue, là, vous allez voir, c'est le lancement, en fait, c'est la captation audio du lancement. Il se dit tellement de choses fausses ou demi-vraies. Parfois même, on se demande si on ne fait pas exprès pour tordre la réalité, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans des discours qui sont faits par soit des politiciens ou encore des gens qui vont militer là, en faveur d'un ralentissement de la transition vers l'électromobilité. Donc, c'est un livre qui tombe à point puisque, contrairement à tous les aficionados qui se présentent sur les ondes publiques pour nous donner des raisons pour lesquelles les véhicules électriques ne seraient pas si bons que ça, c'est jamais accompagné d'études, c'est jamais accompagné de chiffres, de preuves de ce qui est avancé. Alors, le livre, Les 50 mythes et demi-vérités, ce n'est que des éléments qui sont expliqués et dont toutes les références, les études, les recherches, les preuves scientifiques sont démontrées. Donc, enfin, un outil irremplaçable là, pour être capable de clouer le bec à certaines personnes qui affirment à tort et à travers plein de choses sur les véhicules électriques. Donc, manquez pas la grande entrevue dans quelques instants. Je vous rappelle que nous avons toujours notre promotion avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Si vous n'êtes pas membre de l'AVEC, il faut le devenir. On se donne un sprint, là, tout le monde, là, d'ici la fin du mois de décembre jusqu'au 20 décembre. On a une belle promotion avec eux. Être membre de l'AVEC, c'est 50 $ par année. Vous avez 10 $ de rabais si vous vous abonnez maintenant. Vous allez sur le site de l'AVEC là, et vous choisissez de vous abonner. On va vous demander si vous avez un code promotionnel pour avoir un rabais. Vous allez inscrire en majuscule Silence 24, Silence 24. Et ça va vous donner automatiquement 10 $ de rabais, donc 20 % là, du coût de l'adhésion annuelle. C'est hyper important. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à rester à l'écoute de Silence on roule. Dans 2 semaines, notre prochain épisode, on va parler avec le directeur général de l'AVEC qui va nous expliquer pourquoi il faut devenir membre de l'AVEC, qu'est-ce que ça donne autant pour l'association, le travail que les gens de l'AVEC font, et aussi pour les membres, qu'est-ce qu'on retire à être membre de l'AVEC, ça va être très bien expliqué. Puis également l'importance là, que plusieurs membres de l'AVEC deviennent bénévoles pour permettre tous ces événements et toutes ces séances-là d'information, que ce soit des capsules d'information, que ce soit des kiosques virtuels, que ce soit des journées d'information lors de salons, etc. Hyper important la mission de l'AVEC. Donc, devenez membre si vous ne l'êtes pas. Allez-y tout de suite. Là. Je vous donne la permission de faire pause sur le podcast. Allez à aveq.ca, devenir membre et puis vous rentrez le code promotionnel Silence 24.
Aujourd'hui, on a un épisode bien rempli. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu tantôt. On a l'entrevue, pas l'entrevue, mais le condensé du lancement du livre de Daniel Breton en grande entrevue. Donc, c'est à ne pas manquer. Mais on a également une excellente chronique, comme toujours, de notre ami Stéphane Levert. On a Philippe Corbeil et sa chronique. Il n'y a pas juste des voitures. Il a fait l'essai en primeur. C'est pas encore lancé. Les 2 premières motos électriques de Bombardier. Donc, vous allez pouvoir avoir là, son appréciation de ces 2 motos-là. Manquez pas ça. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Le plus grand traversier électrique au monde sera bientôt en opération. Les navires électriques alimentés par les batteries deviennent de plus en plus intéressants pour les entreprises qui souhaitent être plus durables. Un exemple intéressant est le nouveau traversier construit par Incat Tasmanian en Australie et commandé par la compagnie Buick Boss. Le nouveau traversier sera le plus grand catamaran léger à 0 émission au monde et sera propulsé par un système de propulsion électrique à batterie et des hydrojets de la compagnie Wärtsilä. Il s'agira du plus grand navire électrique à batterie jamais construit. Le client sud-américain de longue date de Incat Buick Boss disposera du navire qui sera opéré entre l'Argentine et l'Uruguay. Il mesure 130 mètres de long et aura la capacité de transporter 2100 passagers et 225 véhicules. En comparaison, le FA Gautier entre Matane et la Côte-Nord a une capacité de 800 passagers et 180 véhicules. La livraison de l'équipement de Wärtsilä est prévue pour la fin de l'année 2024 et le navire lui-même devrait être livré à Buick Boss en 2025. On a parlé de cette surtaxe qui serait appliquée très bientôt sur les véhicules électriques chinois. Le gouvernement a annoncé d'une façon un peu spéciale, disons-le, une modification au programme d'incitatif pour les véhicules zéro émission au Canada qui disait que veuillez noter qu'à partir du 1er octobre 2024, donc c'est en fonction, seuls les véhicules zéro émission fabriqués au Canada ou dans les pays envers lesquels le Canada a un accord de libre-échange peuvent être admissibles au programme d'incitatif pour véhicules zéro émission. Le programme d'incitatif pour les véhicules moyens et lourds zéro émission également. Pour les véhicules zéro émission qui sont fabriqués dans un pays avec lequel le Canada ne possède pas un accord de libre-échange, ces derniers peuvent être éligibles s'ils sont déjà au Canada ou ils sont en transit vers le Canada avant le 1er octobre 2024. Comment dire qu'on va exclure les véhicules qui viennent de la Chine sans nommer la Chine? On met beaucoup le focus et le regard sur la vente de véhicules électriques. Plusieurs prétendent à tort que les ventes ralentissent alors que tous les chiffres de Statistique Canada, des immatriculations de la SAC et de toutes les autres instances qui mesurent réellement le tout confirment l'inverse, c'est-à-dire toutes les instances qui mesurent nous prouvent que les ventes de véhicules électriques vont non seulement bien, mais ont une croissance très appréciable. Eh bien, cette fois-ci, si on regarde les chiffres, on remarque cependant que les ventes de véhicules à essence au Québec ont baissé de 40 % en 7 ans, alors que les ventes totales des véhicules légers au Québec ont été 13 % plus basses au deuxième trimestre de 2024 qu'au deuxième trimestre de 2017, passant de 148 085 ventes à 129 429. La vente de véhicules légers à essence ont été donc 40 % plus basses au deuxième trimestre de 2024
que le deuxième trimestre de 2017, passant de 140 831 à 84 415 en termes de vente. Donc, si on veut regarder les choses et nommer les choses telles qu'elles sont, c'est pas vraiment les véhicules électriques qui sont en ralentissement, mais bel et bien les ventes de véhicules à essence. Nous avons appris dernièrement que Polestar deviendra le premier constructeur d'automobiles à avoir son siège social canadien au Québec. La nouvelle a été confirmée il y a de cela pas tellement longtemps par Hugues Bissonnette, qui est le directeur pour le Canada de Polestar. La décision de s'établir ici au Québec tient surtout du fait que le Québec représente le marché le plus important pour le constructeur de véhicules. C'est plus de 50% des ventes de la marque qui sont faites ici au Québec. Il faut également mentionner l'implication du gouvernement qui est un atout majeur et qui a joué dans la balance pour la décision de Polestar. On propose ici des incitatifs là, pour favoriser l'adoption des véhicules électriques. Et un autre élément aussi, c'est le fait que le Québec est le plus grand producteur d'énergie verte au monde, ce qui va bien ou colle à la peau, si vous voulez, de l'entreprise, qui a une philosophie très semblable. Il était donc important pour la marque de s'établir à un endroit où le succès était garanti. Et pour eux, cet endroit-là, c'est le Québec. Ça semble bel et bien reparti pour le développement du réseau, dis-je, de superchargeurs de Tesla. Le réseau a connu une forte augmentation des déploiements au troisième trimestre après un deuxième trimestre décevant causé par les licenciements massifs d'avril dernier qui ont incité l'ensemble de l'industrie à prendre du recul et de se demander ce qui se passait. Au troisième trimestre de 2024, la division de recharge de Tesla a ouvert 2800 nouvelles stations superchargeurs dans le monde, ce qui représente une croissance de 23% d'une année à l'autre, a partagé la société sur son compte X officiel la semaine dernière. En comparaison, au deuxième trimestre, l'équipe a enregistré une baisse de 31% d'une année sur l'autre dans les déploiements des nouvelles stations. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui conduisent un véhicule électrique et pas seulement pour les propriétaires de Tesla, car, on vous le rappelle, le réseau de superchargeurs est désormais ouvert à plusieurs autres marques comme Ford, Rivian, General Motors et d'autres devraient se joindre à la partie dans les prochains mois et prochaines années. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs: noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma chronique, c'est la suite de ma chronique précédente que j'avais abordé, les essais routiers que j'avais fait de 4 VUS 100% électriques durant l'été. J'avais précédemment parlé du Volkswagen ID4 et du Hyundai Kona électrique. Pour cette semaine, ma chronique va conclure avec 2 autres modèles de VUS 100% électriques que j'ai essayé au cours des dernières semaines. Donc, le Cadillac Lyriq, un VUS 100% électrique de luxe, et le Kia EV9, un VUS 100% électrique intermédiaire à 3 rangées de sièges. Donc, débutons immédiatement avec le Cadillac Lyriq. Donc, le Cadillac Lyriq a été annoncé il y a vraiment longtemps. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on a ce modèle-là sous le radar. Ça a été annoncé en 2020, en pleine pandémie, rappelez-vous, pour un modèle 2021, mais ça a été retardé en 2022. Donc, ici au Canada, c'est arrivé au cours de l'année 2022, mais c'est vraiment plus l'an dernier, en 2023, et cette année, en 2024, que on a vraiment commencé à en avoir de plus en plus sur nos routes. Donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir prendre le volant du Cadillac Lyriq et de pouvoir l'essayer. Donc, le Lyriq, c'est plus ou moins le premier modèle commercialisé qui utilisait la nouvelle plateforme Ultium que GM a vraiment beaucoup fait de bruit et de pouvoir mettre de l'avant
dans ces nouveaux modèles de nouvelle génération. Donc, à cet égard-là, le Cadillac Lyriq, GM n'aime pas trop ça qu'on fasse cette comparaison-là, mais c'est plus ou moins comme un Chevrolet Blazer EV, sauf évidemment un modèle plus luxueux avec des matériaux de plus grande qualité. Par contre, à l'intérieur, pour avoir conduit un Chevrolet Blazer EV récemment aussi dans un autre contexte que d'un essai routier, c'est vraiment similaire quand même. Dans le fond, on reconnaît beaucoup l'interface, les écrans sont disposés de la même façon, les leviers de vitesse, par exemple, c'est le même principe, la disposition de l'utilisation de l'espace intérieur est la même, évidemment. Par contre, au niveau des matériaux, on sent qu'on est plus dans un véhicule luxueux. Donc, pour quelqu'un qui est habitué à la présentation, la finition d'un Cadillac, ne sera pas dépaysé dans le Lyriq. Au niveau du design extérieur du Lyriq, le design est assez polarisant, surtout pour la partie arrière. La partie avant est plutôt standard. On reconnaît beaucoup le design de Cadillac qui mettent de l'avant de plus en plus dans leurs produits. Mais la partie arrière est vraiment une espèce de partie tronquée un petit peu vers l'arrière qui fait que c'est moins traditionnel comme approche de design. Par contre, moi, personnellement, j'ai trouvé en vrai, lorsque j'ai vraiment eu en ma possession le véhicule, j'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Les proportions sont quand même très bonnes avec l'espace à l'intérieur pour l'espace cargo. Pour en revenir à l'interface à l'intérieur, on se rappelle qu'avec la plateforme Ultium, GM met de l'avant l'interface Google à 100% sans avoir recours à Android Auto et Apple CarPlay. Donc, les utilisateurs doivent maintenant utiliser une interface Google native pour l'interface multimédia. Donc, on peut télécharger des applications comme Spotify, de TuneIn pour, par exemple, la lecture multimédia et associer vos comptes que vous avez, par exemple, avec Spotify et avoir toute votre librairie à même l'interface sans devoir connecter vos téléphones. Donc ça, c'est sûr que c'est une approche différente. J'en ai aussi parlé de ce sujet-là dans une chronique précédente. Donc c'est sûr que c'est une habitude à prendre, mais une fois que vos comptes sont bien associés, c'est vraiment pratique de ne pas avoir à associer son téléphone, de consommer l'énergie de son téléphone pour pouvoir projeter à l'écran. Donc, pour conclure, le Cadillac Lyriq avec un PDSF de base de 69 000 $ avec des versions propulsées de base, pouvant aller jusqu'à des versions premium de 79 000 $. Encore là, PDSF, évidemment, il y a des options qu'on peut ajouter, mais je trouve que c'est quand même une approche, c'est pas pour tous les budgets, mais versus la compétition, par exemple, avec les Allemands, Mercedes-Benz EQB, BMW iX, même les Genesis GV80 électrifiés, je trouve que Cadillac se positionne très bien le Cadillac Lyriq pour ceux qui sont intéressés par ce type de VUS. Et donc, finalement, abordons le Kia EV9. Je l'ai gardé pour la fin. Il y a une raison à ça, c'est que ça a été réellement mon coup de cœur de mes 4 essais routiers. J'ai vraiment tombé sous le charme de ce véhicule-là. Pas que c'est un véhicule que moi-même je posséderais parce que j'ai pas besoin d'autant d'espace. J'ai pas besoin de 7 sièges pour ma famille. Mais par contre, pour quelqu'un qui aurait besoin de ces 3 rangées de sièges-là, c'est vraiment un modèle impressionnant. Je dis ça parce que pour ceux qui ont vraiment besoin de 7 passagers dans le véhicule, oui, dans une gamme de prix, disons, raisonnable, là, sous les 100 000 $, parce que oui, avant, il y a toujours eu le Tesla Model X qui est livrable avec une configuration à 7 passagers. Par contre, c'est évidemment dans les plus de 100 000 $, donc dans un range de prix qui est plus accessible à la moyenne des gens. Oui, le Tesla Model Y a déjà eu des configurations avec une 3e rangée de sièges, mais on s'entend que c'était vraiment des places très limitées, là, que c'est limite pour asseoir des personnes, des adolescents ou même des adultes. Le Kia EV9, tant qu'à lui, c'est vraiment 3 rangées de sièges qui peuvent abriter des personnes de toutes les tailles. Et c'est vraiment impressionnant la polyvalence de ce produit-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Kia m'ont mis à ma disposition une version Wind propulsée
que j'avais à l'essai. Donc, c'est vraiment une approche intéressante parce que c'est vraiment ce que les gens vont vouloir acheter parce que c'est la version la plus abordable. Donc, un PDSF de 66 000 $. Donc, beaucoup plus abordable que des versions, par exemple, plus haut de gamme, traction intégrale. Donc, j'avais pas de toit vitré ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui cherche un véhicule de ce type-là va pas nécessairement essayer d'avoir tous les flaflas technologiques. Ils veulent avoir le côté pratique de pouvoir avoir 7 passagers dans le véhicule. Donc, autre que ça, évidemment, Kia, c'est un produit coréen. Comme tous les autres produits coréens que j'ai essayés dans le passé, c'est extrêmement solide, c'est bien assemblé, c'est confortable, c'est silencieux. Donc, vous allez avoir ça aussi avec le Kia EV9, évidemment. Le design extérieur est très carré, donc c'est certain qu'il faut aimer ça, ce genre de design-là. Mais Kia a quand même fait un excellent boulot en termes d'efficacité énergétique, car le coefficient de traînée est seulement de 0,28, ce qui est quand même assez impressionnant compte tenu de la forme de la carrosserie du véhicule. Moi, personnellement, c'est pas le design du véhicule en soi qui me dérange à ce point-là. C'est plutôt le design des roues que là, je trouve qu'il faudrait revenir un peu à des modèles traditionnels de roues. Je comprends que c'est des véhicules électriques qu'on veut avoir le plus d'efficacité énergétique possible, mais au niveau des roues, si on peut avoir des roues qui ont un design un petit peu plus traditionnel, c'est ce que je préférais personnellement. Donc, le Kia EV9, évidemment, c'est pas un véhicule qui est donné. Il faut vraiment en avoir besoin pour pouvoir être intéressé par acquérir ce genre de produit-là. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin, comme j'ai dit tantôt, soit de l'espace ou des 7 sièges pour les passagers, c'est vraiment actuellement l'option abordable à aller pour ceux qui en ont réellement besoin. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique pour l'épisode d'aujourd'hui et du même coup, au résumé de mes 4 essais routiers que j'ai fait durant l'été dernier. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Je vous présente Serge Théroux, l'éditeur des éditions Somme Toute. Merci beaucoup, Serge, de m'avoir donné la chance de pouvoir écrire ce livre-là parce que je pense qu'il y avait un besoin pour un livre comme ça. À peu près, à tous les jours, il y a des articles maintenant sur l'électrification des transports où il y a des erreurs. Des fois, des petites erreurs, parfois des erreurs moyennes, souvent des grosses erreurs. Puis l'année passée, qui se répète. Et l'année passée, je me rappelle, on était, Guy et Jean-Pierre s'en souviennent peut-être, on était en août 2023. J'avais un wetsuit sur le dos. J'étais sur le point d'essayer le e-surf. T'en souviens, Guy? Sur la rivière Yamaska, sur lequel j'aurais pu marcher sans quoi que ce soit, parce que c'est, en tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais, bref, donc j'ai mon wetsuit, puis là, mon téléphone se met à sonner. Puis je reçois des textos. Puis, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde ça. Puis quelqu'un m'envoie un article de CBC. Ça dit-tu quoi, Martin? Oh, très bien. Très bien, hein? Je pense que France s'en souvient aussi. Et Louis-Olivier. France Lampron d'Hydro-Québec, Circuit électrique, Martin Archambault, puis il y a Louis-Olivier Bâti de l'équipe du Circuit électrique. L'article disait, grosso modo, les deux journalistes chevronnés de CBC ont fait le décompte du nombre de véhicules électriques par province et État en Amérique du Nord.
et du nombre de véhicules électriques pour faire un ratio et un graphique pour savoir c'est où le meilleur endroit où est-ce qu'il y a moyen d'avoir une voiture électrique parce que c'est là où il y a le plus de bornes par voiture électrique et le pire endroit. Fait que tu avais 60 États et provinces. Et donc, en tête de liste se trouvait le Wyoming. Puis en fond de cale avait le Québec. Là, tu t'en souviens, François? Et moi, je regarde ça. Puis là, moi, je me rappelle que le Wyoming était la seule juridiction en Amérique du Nord qui avait adopté une motion interdisant la vente de véhicules électriques en Amérique du Nord. Fait que j'ai commencé à regarder les chiffres. Quelqu'un de Radio-Canada m'a appelé. Il dit « Monsieur Breton, aimeriez-vous commenter l'article de CBC? » J'ai dit « Oui, ça va me faire très plaisir, mais vous n'aimerez pas le résultat. » Parce que toutes leurs données étaient fausses, de A à Z. J'ai dit, je sais pas où vous avez pris vos chiffres, mais j'ai dit, c'est incroyable que vous fassiez un article comme ça. Ça s'est retrouvé à l'Ombudsman ce soir-là. On a écrit une lettre à l'Ombudsman de CBC Radio-Canada. Le journaliste, 2 jours après, a fait des corrections et c'était encore bourré d'erreurs. Dans sa deuxième correction, il y avait un moins d'erreurs, mais il y avait encore des erreurs. Et là, le journaliste nous a appelé, puis il était en beau joie le vert, puis il disait, ça n'a pas de bon sens. Moi, on m'a demandé de faire ça à la dernière minute, puis mais c'est pourquoi tu ne les as pas appelés? Je dis, nous autres, on connaît ça, là, c'est notre métier. Mais des trucs comme ça, j'en vois à tous les jours. À tous les jours que le bon Dieu amène. On voulait parler d'une couple de mythes qu'on voit qui sont des mythes courants. Moi, Daniel, avant de rentrer dans les mythes, j'ai quand même 2-3 questions de poser. Peux-tu me permettre? Vas-y. Ton livre s'appelle 50 mythes et demi-vérité. Oui. Quelle nuance fait entre un mythe et une demi-vérité? Bien, c'est un mythe, pour moi, c'est quelque chose qui est carrément faux. Une demi-vérité, c'est qu'il y a une parcelle de vérité, mais c'est pas tout le portrait global. Puis, est-ce qu'il est possible, Daniel, que... puis je le rencontre souvent, ce problème-là, c'est qu'avec les voitures électriques, il y a des choses qu'on entend qui n'ont jamais été vraies. On entend ça, on les entend encore aujourd'hui, ça n'a jamais été vrai. Oui. Il y a d'autres choses qu'on entend... Qui étaient vraies. C'était pas mal vrai il y a 10 ans, mais c'est plus du tout vrai aujourd'hui. Puis on dirait qu'on est resté bloqué il y a 10 ans. C'est comme si la technologie, et Dieu sait si on a des voitures électriques, on le voit que la technologie a évolué là-dedans. Ouais. C'est comme si ça n'avait pas évolué. Donc, il y a comme tout ce fond-là qui a déjà été vrai. Donc, il existe des textes sur cet état de fait-là, état de fait qui date de 10 ou 12 ou 15 ans, sur lequel on construit des textes nouveaux, basé sur des trucs qui datent de 15 ans, puis ça devient comme une façon de perpétuer les faussetés. Absolument. Donc, on se bat contre des articles basés sur des études qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans. Il y a un texte qui a été publié par le Fraser Institute il y a quelques jours à peine, qui était bourré d'erreurs. Là. Puis eux autres, ils disent, à la fin, ils finissent « Facts don't lie ». Là, j'écoute, je suis à mort de rire, parce que je sais, dans ce temps-là, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis, en anglais, un smart-ass. Connaissez-vous l'expression smart-ass? En français aussi, je dirais. Un petit Christ de smart. Oui, exactement. En français aussi. En voulant dire que quand j'ai des adversaires devant moi qui ne savent pas de quoi ils parlent, je me fais un malin plaisir de les remettre à leur place. Et ces temps-ci, j'ai du fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui désinforment les gens, mais quand je les remets à leur place, je le fais avec un malin plaisir, mais toujours de façon factuellement vérifiée, vérifiable. Il y a beaucoup de nouveaux experts électriques, oui, exactement. Oui, exactement. Daniel, la meilleure façon de déboulonner les mythes, je pense, c'est de donner des faits. Et on le sait, on est dans un monde, on est dans un ère où tout le monde prétend ou annonce plein de choses, mais ont aucun fait. On le voit sur les médias sociaux, on le voit même dans des articles un peu plus officiels. Les gens affirment des choses, mais c'est pas appuyé sur des faits. Je pense qu'une des forces de ton livre, c'est que tout ce que tu amènes, tu as les faits, tu as les références, les statistiques officielles, les chiffres d'études sérieuses. Donc, rien, c'est pas une opinion, ce que tu présentes là. Ce sont des faits. Il y a des opinions, mais mes opinions sont appuyées par des faits. Puis, Pierre Langlois, ici présent, docteur en physique, un vieil ami à moi, avec qui je collabore depuis une vingtaine d'années. J'ai demandé à Pierre de passer derrière moi pour dire, y a-t-il des affaires que j'oublie? Je révise mes calculs, puis tout ça. Puis j'ai aussi des gens du Conseil national de recherche Canada, parce qu'il y a certains calculs qu'on a fait qui étaient très poussés, pour dire, parce qu'on m'a posé la question, ils disent, ouais, mais toi, t'es juste un lobbyiste, là. Fait que j'ai dit, oui, je suis biaisé en faveur de l'adoption de véhicules électriques. Je le dis clairement. Mais allez déboulonner ce que je dis.
Parce que ce que je dis, c'est appuyé par des faits, des données scientifiques. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qui a changé, Daniel, entre les mythes qu'on entendait il y a 10 ans puis les mythes d'aujourd'hui? Tu as dit qu'il y en a plus tantôt. On pensait qu'il y en aurait moins. Il y en a plus. Qu'est-ce qui explique qu'il y en a plus? Pourquoi il y en a plus? J'appelle ça la rançon du succès. Là, je vais trahir mon âge. Au début des années 60, les Beatles, c'était très populaire. Tout le monde aimait les Beatles. En 67, les journalistes critiquaient tous les Beatles. Ils disaient non, mais là, ils sont trop partout, ils nous emmerdent, ils se prennent pour Dieu. Tu sais, fait que c'est la rançon du succès. Fait que comme les ventes de véhicules électriques augmentent sans cesse, au grand désarroi de certains, bien là, il y a de plus en plus de critiques. Je pense que c'est un peu normal. Tu sais, à la Chambre des communes cette semaine, il y a des élus conservateurs qui ont dit qu'il faut arrêter de soutenir l'électrification et le transport parce que les ventes de véhicules électriques sont en chute libre. Fait que moi, j'ai reçu un appel, mon ami Alain Pilon, là, qui est là, ici présent, qui travaille avec nous près de Mobilité électrique avec Mobilité électrique Canada. J'ai sorti les statistiques de Statistique Canada il y a quelques jours. Puis en fait, les ventes de véhicules à essence, depuis 6 ans, ont chuté de 32 %. Les ventes de véhicules électriques sont passées au Québec de 1,4 % à 26,2 %. Donc, c'est une multiplication par 19 des ventes de véhicules électriques en 6 ans. Puis Guy Ducier, ici présent, j'ai fait une entrevue avec toi il y a quelques semaines, parce que là, ça fait partie des mythes, là, tu sais. Là, les voitures électriques, là, les cours sont pleines de voitures électriques, là. Ça se vend pas, puis c'est épouvantable. Fait que je disais à Guy, j'en ai combien d'inventaire dans ton magasin? Ben, pas dans ton magasin, dans ta cour. Oh, j'en ai à peu près 150. Je dis, ramasse la poussière. Il dit, pas en tout. Il dit, 95 % sont vendus. Il dit, mon problème, c'est que j'ai pas assez de staff pour les livrer. Fait que, voyez-vous, là, comment ça peut être spiné des fois? Puis je parlais avec Mario Langlois. T'es où, Mario? Ah, t'es là. Mario Langlois du Club Tesla Québec, qui est un chic type avec qui je travaille depuis des années. Il dit, écoute, il dit, les autres, là, il dit, les Tesla, les cours sont pleines, mais on les sort à pleine porte, là. Ça sort au fur et à mesure. Fait Tesla a besoin de bénévoles pour livrer les véhicules, tu sais. Ouais, ça, c'est parce qu'il est trop cheap pour payer son staff, c'est un autre sujet. Mais la réalité, c'est que il y a plein de ces demi-vérités, là. Tu sais, les cours sont pleines. C'est vrai, les cours sont pleines. Mais c'est pas parce qu'ils se vendent pas, c'est parce qu'ils sont vendus et il faut les livrer. Les véhicules électriques, c'est un des mythes que tu parles dans ton livre, le mythe numéro 4 d'ailleurs. Si on a plus de véhicules électriques, on va perdre les revenus des taxes sur l'essence, donc c'est une mauvaise chose. On va faire quoi quand on va être électrique? Ouais. On va perdre de l'argent. On l'entend souvent. On va avoir beaucoup plus d'argent dans nos poches, beaucoup plus d'argent chez Hydro-Québec, mais aussi beaucoup d'emplois qui vont être créés en électrification des transports, aussi bien au niveau de la fabrication de véhicules, de batteries, de composants, de camions, de voitures, mais aussi, tu sais, quand Michael Sabia a dit que ça va nous coûter 135 milliards pour mettre à jour le réseau d'Hydro-Québec. Moi, j'ai fait un calcul, OK, mettons à peu près 10 milliards par année que ça nous coûte en essence. Au bout de 15 ans, c'est 150 milliards. Fait que juste l'argent qu'on garde dans nos poches, ça va contribuer à financer en bonne partie la transition d'Hydro-Québec. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir électrifier des véhicules très lourds comme dans la construction, dans les mines, ces choses-là, parce que ça prend beaucoup de puissance. Est-ce que les batteries sont rendues là, la dimension des batteries versus l'espace que ça prend, etc., etc.? Ben, écoutez, on va commencer par les camions, parce qu'on a Marc Bédard ici qui est président de Lyon Électrique. Puis Marc et moi, ça fait des années là, qu'on se connaît puis qu'on travaille ensemble pour faire en sorte d'accélérer l'électrification des camions, autobus scolaires. La technologie des batteries a beaucoup évolué depuis 15 ans. À tel point que la densité énergétique volumétrique des batteries a été multipliée par 8 depuis 2008. Donc, comme la densité énergétique ne cesse d'augmenter, et ce qu'on voit dans les prochaines années, c'est que ça va continuer, donc c'est de plus en plus facile d'électrifier les véhicules. Puis, quand j'étais à Oslo, en Norvège, on a fait la visite d'un chantier de construction où tous les équipements, les pépines, les grues, les pelles, tout était électrique. J'ai eu un choc quand je suis arrivé au traversier. Et quand je dis un choc, un vrai choc, là, il y avait un traversier qui était 100% électrique. Et en fait, la moitié des traversiers en Norvège sont déjà électriques. Dont un traversier qui peut accueillir 200 voitures et 600 passagers, qui fait 10 km aller, 10 km revenir, puis qui circule depuis des années. Moi, pendant ce temps, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, où il y a 2 traversiers sur 3 qui ne marchent pas, au diesel. Et oui, mais ce que je peux vous dire, là, c'est qu'en fin de semaine passée,
il y avait 2 heures d'attente. La fin de semaine avant, c'était 4 heures d'attente. Puis, vous savez, quand c'est électrique, là, un moteur électrique, là, c'est simple. Comment, là, ici, ce qu'on propose, ce qu'on fait ici, ça fonctionne dans l'hémisphère nord. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir développer ces choses-là en Afrique, par exemple, où l'infrastructure hydroélectrique, quelle que soit, est beaucoup plus faible, souvent déficiente, bon, au mieux déficiente. Comment qu'on va faire pour pouvoir aller jusque pour pouvoir étendre cela? On ne parle pas en Chine parce qu'ils sont bien installés, là, mais les pays développés... Par exemple, dans certains pays d'Afrique. Mettons la majorité, là. Là, j'ai mon ami Jean Clotaire ici, hein? Jean Clotaire, avec qui j'étais à l'université. On parlait d'environnement il y a de ça, quoi, 20 ans? Moi, 20 ans déjà. Ben oui. Puis, Jean Clotaire, lui, il a étudié au Bénin. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui se tournent résolument vers les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Karim, peut-être tu vas me parler de l'Algérie puis du solaire, toi? Voilà, je vais juste ajouter quelque chose. Vas-y. Moi, je suis asthmatique, j'ai des problèmes de santé. Aujourd'hui, les chiffres de Harvard, ils montrent qu'il y a 8 millions... Avance, approche-toi du micro. OK. Les chiffres de Harvard, ils montrent qu'en quoi il y a 8 millions de personnes chaque année qui meurent à cause de la pollution. Ouais. Des voitures à essence et diesel. Ouais. Ça, c'est important. Oui. Des fois, on l'oublie. Tu as raison. Tu as absolument raison. Puis pour finir de répondre à ta question, c'est-à-dire que Hydro-Québec se fait attaquer beaucoup ces temps-ci sur le fait qu'on va manquer d'électricité lorsque tout le monde va avoir des voitures électriques. Fait que donc, avec le stockage d'énergie, avec les batteries de stockage, on va être capable d'alimenter de plus en plus de véhicules électriques. Le virage va se faire plus lentement dans certains pays, mais ça va être possible à 100%. Moi, j'étais au Vietnam avec ma femme vietnamienne, puis au mois de février... le Vietnam est en train de faire un virage vers les énergies renouvelables de plus en plus accentué. Un des enjeux qu'ils ont, c'est qu'à cause des changements climatiques, il y a des barrages hydroélectriques qui sont en train de s'assécher. Fait qu'eux, ils développent l'éolien pour contrer ça. Puis, ils font des batteries de stockage. Mais, au Vietnam, combien de bornes de recharge j'ai vu? Te souviens-tu quand je l'ai marqué? 125 000 bornes de recharge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 100 000 bornes de recharge pour les scooters électriques. Parce que là-bas, c'est le royaume des scooters. Puis la compagnie nationale, VinFast, a installé des réseaux de bornes de recharge pour scooters vraiment impressionnants. Fait que, bref. Oui, je disais qu'en attendant que les gens aient des questions à te poser, j'en ai une bonne pour toi, moi. Vas-y. Ton mythe numéro 23, les risques d'incendie sont beaucoup plus grands avec les voitures électriques. Oui, Mario Dumont m'a demandé de commenter ça. Oui, c'est ça, c'est dangereux. Dans le port, là, ça a tout brûlé. Non, c'est épouvantable. Écoute, moi, la première fois que j'ai entendu celle-là, c'était en 2009 ou en 2010. À l'émission, ça s'appelait Enjeu. Une espèce de pseudo-émission, la facture, mais de TVA à l'époque. Puis là, ils disaient, ouais, mais là, les batteries de véhicules électriques, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y avait Sylvain Castonguay qui avait été appelé à commenter. Puis moi, j'avais parlé avec des gens de TVA, je leur avais dit, écoutez, combien de feux de véhicules y a-t-il par année? Or, l'année précédente, il y avait eu 150 000 feux de véhicules aux États-Unis. C'est qu'en fait, les possibilités d'incendie d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence, les véhicules à essence ont de 30 à 60 fois plus de chances de prendre feu qu'un véhicule électrique par 100 000 véhicules. Daniel, dans ton livre, tu donnes les chiffres par 100 000 véhicules. Ouais. Sur 100 000 véhicules, il y a eu 3 474 feux d'hybrides, 1 530 de véhicules à essence, 25 pour les voitures électriques. Ouais. Donc, c'est immensément moins. Ouais. Donc, si on ne veut pas prendre en feu, on est mieux avec une voiture électrique. C'est un peu ça que les chiffres disent. Moi, je veux parler du cobalt. Vous avez certainement entendu parler du cobalt et des véhicules électriques et des batteries pour les enfants en République démocratique du Congo. Ça, c'est un enjeu, OK? Puis c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré, tu te souviens, l'ingénieur qui est allé tourner le documentaire? Comment ça s'appelait, à contresens? T'en souviens, Karim? Tu te souviens du documentaire à contresens que toi et moi on a commenté? Oui. Puis en fait, ils sont allés en République démocratique du Congo, ils sont allés voir l'exploitation minière pour le cobalt. Et ils ont dit effectivement, il y a des enfants qui sont dans des mines de cobalt. Ça représente une petite quantité de l'exploitation. Là, 80% et plus de l'exploitation est faite par des grandes entreprises avec des gros camions. Il y a une partie qui est faite de façon artisanale, puis tu as une partie que c'est des enfants. Fait que là, les gens disent, ben là, toi, qu'est-ce que t'en penses, là, les enfants qui travaillent dans les mines, là? C'est épouvantable.
Fait que là, je leur dis, ben écoute, si tu es vraiment préoccupé par les enfants dans les mines, je te souhaite tout de suite de te débarrasser de ton téléphone cellulaire, ton ordinateur et de ta voiture à essence. Parce que tout ça a besoin de cobalt. Tu peux cependant choisir de t'acheter un véhicule électrique avec une batterie sans cobalt. Et Amnesty International, puis j'en ai parlé dans le livre, a écrit un texte où il disait « Nous, on ne veut pas arrêter l'exploitation de cobalt dans la République démocratique du Congo parce que c'est un mode de revenu pour eux. Il faut juste mieux les traiter. » Mais l'histoire du cobalt et des véhicules électriques, ça, c'est une parfaite façon de détourner le sujet. C'est-à-dire, si on veut vraiment parler de droits humains, parlons de droits humains, et c'est important, mais venez pas dire que ça faut des véhicules électriques. Daniel, une que tu vas aimer puis que tu connais bien parce que c'est ton champ d'expertise au quotidien. Ton mythe numéro 36, les constructeurs automobiles sont pas prêts pour un tournant 100% électrique d'ici 2035. Ça pourra pas marcher. Les grands constructeurs ne sont pas prêts. Ils l'ont pas vu venir. Ça dépend des constructeurs. Il y a des constructeurs qui ont plus de misère à prendre le virage, c'est vrai. Il y en a qui se battent contre le virage. Mais il y en a qui vont y arriver. Pas tous. Pas tous. Moi, je prédis que d'ici 10 ans, il va y en avoir qui vont vivre leur moment Kodak. Puis je ne donnerai pas de nom ici, mais il y en a qui vont l'arracher. Oui, ben merci beaucoup tout le monde. Daniel, j'aimerais prendre juste 2 minutes parce que l'essentiel de la réunion aujourd'hui, c'est toi qui nous réunis. Puis on se connaît depuis un bon bout. On est des amis. On joue au hockey ensemble. On parle de voitures électriques dans le vestiaire de hockey. Oui. Même si on n'a pas le droit de dire de quoi on parle dans le vestiaire de hockey, je le dis, on parle de véhicules électriques. Alors, c'est pas mal moins sexy que les gens le penseraient. J'aimerais principalement te dire, Daniel, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est unique. Là. Il y a personne comme toi qui a l'énergie, qui a transformé le nom de Mobilité électrique Canada, qui était avant mieux connu sous le nom de Immobilité électrique Canada. Alors, bravo. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, une main d'applaudissement pour Daniel. Merci. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique « Il n'y a pas juste des voitures » est une présentation de Moteur Taiga, le pionnier québécois de l'électrification des véhicules hors route. Utilisez le code ONROULE lors de votre réservation de motoneige ou motomarine 100% électrique de Taiga et obtenez 250 $ de rabais. Visitez taigamotors.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, cette semaine, je suis allé chez BRP et j'ai rencontré Dominique Lemeris-Gauvin qui m'a parlé des 2 nouvelles motos que BRP nous amène en 2025.
chez BRP, la passion pour tous les produits récréatifs est quand même assez élevée et ça inclut la moto aussi. Et depuis un certain temps, et surtout depuis nos origines des années 70, où on faisait des motos, il y a encore beaucoup de passionnés des motos Can-Am dans le temps et même dans nos employés, beaucoup de gens qui ont beaucoup de passion pour ces produits-là. Puis, pour l'évolution du marché, on va commencer à avoir auprès des consommateurs une légère demande commençait à être née sur le milieu électrique. Puis on s'est dit, hey, ça pourrait être une belle opportunité pour nous de réentrer dans ce marché-là où on a beaucoup de gens, d'employés passionnés pour ça et développer, mais sur un côté électrique avec une nouvelle avenue, un nouveau futur pour ça. Puis, pour nous, c'était vraiment intéressant d'entrer aussitôt que ça, avant que ce soit un gros boom, pour vraiment s'assurer qu'on établit notre place et on remet notre marque de l'avant. Une marque qui n'a pas été dans la moto depuis plusieurs années, donc c'est important pour nous de commencer lentement et surtout sur le long terme, établir une marque forte. Oui, parce que c'est ça, c'est pas les premières motos de Can-Am, mais c'est ça faisait très longtemps que Can-Am n'avait pas fait de moto. Peux-tu me dire un peu c'est quoi les caractéristiques de vos... parce que vous avez 2 modèles en plus là, qui sortent là. Exactement. Donc, on voulait commencer ça très fort. Donc, 2 modèles, année 1, jour 1. Je te dirais, la première, le Can-Am Pulse, qu'on a pu conduire aujourd'hui. C'est une moto plus de style récréatif naked, qui est parfait pour la conduite autour de la ville, pour aller travailler, ce type de conduite-là. Un peu plus petit gabarit, très accessible. Fait que la hauteur de la selle n'est pas très élevée, je pense 780 quelque chose millimètres, donc très très accessible pour plusieurs différentes grandeurs de gens. Mais en même temps, le triangle de conduite permet aussi d'être confortable même si c'est plus grand ou plus petit. Fait que quelque chose, un bon travail là pour avoir une moto assez agile et plaisante à conduire pour aller travailler. De l'autre côté, on a la Can-Am Origin, un petit clin d'œil à nos origines, dans du hors-route. Avec celle-ci, on a une moto qui est plus double usage et très, très confortable à conduire en ville, mais aussi très performante d'un côté hors-route. Donc, tant d'avoir du plaisir. Puis pour nous, ici, on a beaucoup de petits trails qu'on peut utiliser pas loin du travail. Fait que c'est beaucoup de plaisir comme ça. Mais pour les clients aussi, un petit détour en revenant de la maison ou quelque chose proche du chalet qui peut être beaucoup de plaisir aussi. Parfait. Puis au niveau des caractéristiques, on parle de quoi comme autonomie, comme type de batterie qu'il y a dans ces motos-là? Oui, donc la batterie, c'est une 8,9 kWh. C'est une batterie qui est refroidie au liquide, qui nous permet de maintenir la batterie en tout temps dans une température qui est parfaite pour la longévité de la batterie, mais aussi pour s'assurer que les performances ne diminuent pas. C'est une batterie qui nous permet d'avoir une autonomie de 130 km si on reste en ville puis des petits chemins à plus haute vitesse alentour. C'est sûr que si on fait seulement de la ville, que c'est des motos qui étaient spécifiquement conçues pour ça, on peut aller même jusqu'à 160 km. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir l'amener pour des conduites de plus de plaisance. L'autonomie peut être affectée par des vitesses soutenues plus hautes et ça peut réduire, mais assez d'autonomie pour avoir une bonne conduite et beaucoup de plaisir. Oui, et puis au niveau de la recharge, c'est quoi les capacités de recharge de la moto? Oui, donc le chargeur qu'on a sur la moto, c'est un 6,6 kW qui nous permet de recharger de 20 à 80% en dedans de 50 minutes. Ce qui veut dire, puis la raison qu'on dit tout le temps 20 à 80%, c'est habituellement les gens ne ramènent pas leur moto ou leur véhicule à la maison à 0%. Donc, et les derniers pourcentages, c'est les pourcentage qui prend le plus de temps parce que la batterie essaie de se balancer pour mettre le bon nombre d'énergie dans chacune des cellules de manière égale. Si tu fais une recharge de 0 à 100, par exemple, ça peut prendre plus proche de 1 heure et demie comme temps. Et puis, c'est quoi un peu la réaction de vos concessionnaires là, qui voient que vous arrivez avec des motos électriques prochainement? Je te dirais, la première fois qu'on en a parlé avec nos concessionnaires, je pense que c'est en 2022, si je ne me trompe pas. Puis, tout le monde était très excité.
Un, pour avoir des motos, parce qu'il y a beaucoup des concessionnaires, c'était, on dirait, le véhicule de plaisir qui nous manquait dans notre gamme. Si on regarde les VTT, les côte à côte, les Sea-Doo, on a une belle famille, mais beaucoup de concessionnaires étaient dit « Ah, j'aimerais ça aussi avoir des motos ». Fait que l'entrée de la moto est excitante pour eux. Et vers la technologie électrique, ils sachent que ça amène des nouveaux clients de types différents dans leur concession. Donc, c'est aussi intéressant pour leur business à eux. Parfait. Et puis, quand les gens qui veulent se procurer ça, les motos BRP, les motos Can-Am, là, la Pulse et la Origin, c'est quoi quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à recevoir une moto là, si on a des gens qui sont intéressés à en avoir une? Là? Donc, la production commence sous peu. Donc, dès le début de la prochaine saison de moto, qui serait au printemps, les gens vont pouvoir conduire la moto électrique de Can-Am. Ben, merci. J'ai pu faire un court essai des deux motos, la Pulse et la Origin. C'est deux motos complètement différentes. La Pulse, c'est la version Naked Bike, la version plus urbaine. Et la Origin, c'est celle qui a un look de moto aventure, qui est considérée par BRP comme un dual sport, là, une moto double usage. Donc, personnellement, j'ai préféré la Pulse, que je trouvais plus confortable et puis plus intéressante, surtout dans un environnement urbain. Mais c'est ça, deux belles motos. Les accélérations sont naturellement, comme toute moto électrique, les accélérations sont très franches, très agréables, extrêmement silencieuses. C'est ça, il faut dire que BRP utilise un système de propulsion qui est assez unique, là, où est-ce que la puissance est transmise par une courroie, mais qui est dans une boîte de transmission, si on veut, et qui baigne dans l'huile. Donc, on n'a vraiment aucun son mécanique quand on conduit les motos. Donc, comme on nous disait, les motos vont être disponibles dès le printemps 2025 et la Pulse se détaille à partir de 18 299 $ et la version Origin, qui est la version double usage, elle débute à 18 999 $. Eh bien, c'est tout pour moi cette semaine et on se revoit dans une prochaine chronique. Merci, au revoir. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Kiosque virtuel pour répondre à toutes vos questions sur les batteries lithium-ion et les technologies de batterie utilisées dans les véhicules électriques. C'est une conférence offerte par le physicien Pierre Langlois. C'est le 14 octobre à 19h. Vous devez vous inscrire en ligne sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Dans la section événements, calendrier, vous avez un bouton là, pour les détails et vous y inscrire. Ensuite, l'AVEC se recharge au Salon du véhicule et loisirs électriques de Lanaudière. C'est du 18 au 20 octobre au Centre Expo Terrebonne. Donc, de l'information, des véhicules en exposition, des essais routiers, un événement à ne pas manquer. L'AVEC se recharge au Salon du véhicule électrique de Québec. C'est du 25 au 27 octobre au Centre des foires de Québec sur le boulevard Wilfrid Hamel. Encore une fois, les manufacturiers sont là, plein de véhicules, des essais routiers, un événement à ne pas manquer. Et le dernier des salons, l'AVEC se recharge au Salon du véhicule électrique
Desjardins de Saint-Hyacinthe. C'est du 8 au 10 novembre au centre BMO, au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, Stéphane Levert, Philippe Corbeil, Daniel Breton, ainsi que tous les invités présents lors du lancement du livre de Daniel. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier, ainsi que Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent cette émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com, mais l'information générale sur les voitures électriques, vous allez la retrouver au www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.